Agence Vulcain. Retour sur le championnat du monde avec le 3e titre consécutif remporté par le Finlandais Tommi Mäkinen. Alors, Philippe, mérité ou pas ce titre de Tommi ? Oui, je pense qu'un titre, c'est toujours mérité. Tommi est un grand champion. On a pu le voir cette saison. Lorsqu'il décide d'attaquer dans certaines épreuves ou certains tronçons chronométrés, il le fait, il est capable de le faire. Donc je pense qu'il mérite amplement son titre de champion du monde. Donc tout de suite le portrait de Tommi Mäkinen. Ce titre, il ne l'espérait même plus lui-même. À 34 ans, Tommi Mäkinen remporte sa 3e couronne mondiale d'affilée. Avec 15 succès mondiaux, le Finlandais s'est imposé 5 fois cette saison. Il fait désormais partie du gratin mondial. Efficace sur tous les types de terrain, il peut également compter sur la chance pour terrasser tous ses adversaires. La Mitsubishi, qui en était à sa 5e évolution, a encore une fois manifesté un tempérament de gagneuse. C'est ton avis, Philippe ? Oui, tout à fait. C'est une voiture très robuste, très fiable. Elle a gagné sur tous les terrains cette année, aussi bien sur l'asphalte que sur la terre très difficile. Donc je pense que c'est aujourd'hui la voiture à battre. La voiture championne du monde avec Anne-Chantal Poels. La star, c'est elle. La Mitsubishi Lancer Evolution 5 qui a conduit Mäkinen toute la saison 98. Sous le capot, le moteur fait 300 chevaux. C'est un petit moteur, en fait, c'est un 4 cylindres. C'est un 2 litres. Le turbo est derrière cette tôle de protection contre la chaleur. La boîte d'admission d'air est réalisée à la main, sur mesure, en carbone, comme tous les réservoirs. Ici, ce sont les mètres cylindres, avec 2 bocaux de liquide pour les freins et un pour l'embrayage. Les coupelles de suspension permettent de régler les trains. Chaque pilote détermine en essai ses propres réglages. Et sous la face avant, l'air s'engouffre pour refroidir les radiateurs d'eau, d'huile moteur et de boîte, et les freins. À l'arrière, c'est le réservoir d'essence qui est dans le coffre. C'est un petit réservoir, 40-45 litres. Là, tout ça, c'est le réservoir. Les jerrycans d'essence se déversent dans l'entonnoir. La mousse, trouée comme une éponge, occupe totalement le réservoir. Elle empêche l'essence de balloter dans les virages. 2 pompes alimentent le moteur par des durites renforcées. Si l'une tombe en panne, on met la deuxième en route au tableau de bord. Et ici, ce sont les filtres. Ça, c'est pour l'extérieur. Maintenant, à l'intérieur de l'habitacle, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut s'installer dans le baquet de Tommi Mäkinen. Alors, première sensation. Ah bah, il conduit très près de son volant. Ah oui, il conduit vraiment très près. Sur le tableau de bord, il n'y a rien. Juste le compte-tours, un indicateur pour savoir sur quelle vitesse on est, une alarme rouge qui clignote quand on a un souci moteur, mais tout le reste, c'est du côté copilote. Le siège de droite est toujours placé le plus bas et le plus reculé possible pour répartir les masses dans la voiture. Le copilote a 3 boutons sous les pieds, c'est-à-dire qu'à gauche, il peut klaxonner. Au milieu, s'il appuie sur le petit bouton, ça déclenche les essuie-glaces avec l'eau pour laver le pare-brise quand il y a de la boue. Et à droite, il a un bouton de remise à zéro du Tripmaster. En fait, c'est un mini-ordinateur capable d'indiquer les kilométrages, la vitesse et la moyenne horaire. Ici, on voit qu'après son accident au Rallye d'Angleterre, Tommi avait encore 21 litres d'essence dans le réservoir. Le copilote surveille sans cesse en spécial tous les paramètres moteurs, dont la température de l'essence et la pression d'eau de refroidissement du turbo. Toute cette technologie n'est rien sans le talent de Tommi Mäkinen, qui offre à Mitsubishi son premier titre constructeur. Dénouement cruel pour l'Espagnol Carlos Sainz, Philippe, en Angleterre, où il perd le titre de champion du monde à 500 mètres de la ligne d'arrivée de la dernière spéciale. C'est dur.
Oui, c'est très dur. C'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à un pilote, surtout pour jouer un titre de champion du monde. Je pense que Carlos avait fait une course parfaite jusqu'à maintenant, bien gérer cette course, une bonne analyse tout le long, ne pas faire de fautes, surtout sur un rallye aussi difficile qu'est le RAC. Donc on peut dire que la course était pour lui parfaite jusqu'au moment où justement le moteur en lame et si aussi près du but, c'est vraiment très très dur. On va voir là maintenant tout de suite les pleurs de Carlos Sainz en Angleterre. Il y a de quoi se révolter. RAC 98. Dans 300 mètres, Carlos Sainz est champion du monde, mais non, son moteur flambe, c'est fini. Comme en 1989, quand la victoire, la première de sa carrière, lui échappe le dernier jour, toujours en Angleterre. Comme en 1994, encore au RAC, quand il renonce, permettant à Didier Auriol d'empocher le titre mondial. Sainz qui pleure aussi de joie cette fois. Pour sa première victoire en championnat du monde, c'était en 1990, à l'Acropole. Après 22 succès mondiaux, Sainz a su rester humain. Sainz le maudit, Sainz qui pleure, car un cœur d'homme bat sous sa carapace de champion. Il y a eu aussi cette saison quelques couacs dans l'interprétation des règlements. Tout de suite, les flops du Tour de Corse et du Rallye d'Australie. Les règlements ne sont pas faits pour les chiens et pourtant en Corse, la victoire revient à Colin McRae alors qu'il avait été disqualifié fort justement parce qu'un de ses pneus au moins ne présentait plus sur sa bande de roulement la sculpture d'1,6 mm qu'exige la réglementation technique. Réhabilité on ne sait comment, McRae a bafoué le règlement. La réglementation n'a pas été respectée. Je veux dire, même si on a une réglementation qui n'est pas bonne, mais cette réglementation qui n'est pas bonne, on en parle depuis longtemps, on l'a toujours dit. Et aujourd'hui, le cas se présente et la réglementation n'est pas respectée. Alors, bon, je trouve ça grave. Seconde anomalie grave. En Australie, Tommi Mäkinen anticipe le départ d'une spéciale. La minute de pénalité qui le sanctionne aussitôt lui est retirée après l'intervention des responsables du Team Rally Art et Mäkinen peut ainsi remporter un succès qui lèse l'Espagnol Carlos Sainz. En rallye, les règlements sont-ils faits pour les chiens ? Un coup d'œil dans le rétro, il y a 25 ans, l'équipe Alpine Renault remportait le premier championnat du monde des marques. Hommage donc aux 4 mousquetaires de Jacques Chénis, Jean-Luc Terrier, Jean-Pierre Nicolas, Bernard Darniche et Jean-Claude Andruet. Séquence nostalgie. Nous sommes en 1973, Alpine Renault vole sur le toit du monde. Terrier le surdoué. Darniche le polyvalent. Nicolas l'increvable. Et Jean-Claude Andruet le sprinter compose l'équipe de rallye la plus efficace du moment. Les 4 mousquetaires de Jacques Chénis imposent la berlinette sur tous les types de terrain. Et Jean Rédélé, Jacques Ferret, Jacques Chénis et les leurs peuvent fêter ce premier titre de champion du monde des marques au terme d'une saison exemplaire.
Philippe, tu avais 10 ans à l'époque de l'épopée de l'équipe Alpine Renault en championnat du monde. Alors, est-ce que cette histoire, l'histoire des 4 mousquetaires de Jacques Chénis, ont suscité en toi des vocations ? Oui, c'est clair que déjà, tout petit, j'étais passionné par l'automobile. Ensuite, à 10 ans, mon père préparait déjà des voitures de course. Donc, j'ai vu construire ou réparer ou casser aussi des Alpines chez mon père. Donc, c'est sûr qu'on est toujours un peu aujourd'hui nostalgique de ce passé. Je pense que c'était une très belle équipe à l'époque, une très belle voiture qui a gagné les plus grands rallyes. Donc, c'est vrai que ça m'a aussi aidé aujourd'hui à réaliser un peu ma passion. Il y a eu cette année en championnat du monde des Français, notamment Philippe Bugalski avec Citroën, l'équipe Peugeot avec Delecourt et Panizzi, et surtout Didier Auriol avec l'équipe Toyota. Tout de suite, le parcours des Français en championnat du monde avec Richard Micou. Avec seulement 2 roues motrices, les 306 Maxi ne pouvaient guère prétendre à la victoire au rallye de Monte-Carlo. Terrain difficile, alternant asphalte mouillé, neige et glace, Gilles Panizzi et François Delecourt se sont classés 9e et 10e. Pas vraiment la panacée, mais riche d'enseignements pour l'avenir. La réussite n'était pas au rendez-vous en Catalogne. Les 2 voitures ont en effet été retardées dès le départ. Panizzi décroche néanmoins la 6e place finale, Delecourt la 8e. Puis en Corse, nos 2 Français vont littéralement provoquer les pilotes de WRC. Dommage que la pluie soit venue perturber les débats. La victoire était à portée de main. Gilles Panizzi termine 4e et François Delecourt 2e. Tout cela à moins de 30 secondes de Colin McRae, le vainqueur. Les adieux de la 306 en championnat du monde ont eu lieu au San Remo. Après avoir mené la classe 2 litres, Delecourt a dû abandonner et céder sa place à Panizzi. Panizzi, 5e du scratch. Citroën maintenant a fait débuter de la plus belle manière qui soit sa Xara Kit-Car en Catalogne avec un Philippe Bugalski en grande forme. Victoire en 2 litres et une 5e place à l'arrivée, juste devant Panizzi. Moins de réussite en revanche sur l'île de Beauté où Bugalski a dû abandonner alors qu'il était le mieux placé des 3 pilotes Citroën. Jamais ensuite, Douenlen et Magot, les rescapés, n'ont été en mesure d'aller chercher les cousines de Vélizy, Douenlen et Magot, qui terminent respectivement 7e et 10e. Même constat au San Remo, Bugalski sera contraint à l'abandon suite à une sortie de route. Seul Magot rejoindra l'arrivée en 11e position. Équipier de Carlos Sainz chez Toyota, Didier Auriol a fait forte impression pour son retour au plus haut niveau. Leader d'entrée au Monte-Carlo avant une touchette, Auriol n'a pas souvent été récompensé, notamment en début de saison, accumulant les problèmes mécaniques. Et il lui faudra attendre le rallye de Catalogne pour disputer enfin une course sans problème. Résultat, Auriol s'impose avec plus d'1 minute d'avance sur ses adversaires. Cette fois en tête d'un rallye, mais une seule victoire à son actif, le Français n'a donc pas connu la réussite escomptée. En Grèce, en Argentine ou encore en Nouvelle-Zélande, il avait quasiment course gagnée avant que des problèmes ne viennent à nouveau perturber son ascension. C'est toujours un petit peu trop tombé sur nous, quoi. Je veux dire, bon, mais ça, c'est la course. C'est comme ça, on n'a pas été très chanceux. Mais globalement, je veux dire, je pense qu'on avait déjà largement les possibilités de se battre pour le titre. Donc, maintenant, rendez-vous à l'année prochaine. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci Philippe pour ton accueil. Tout le plaisir était pour moi de vous accueillir, mais maintenant soyez prudents sur la route, il y a beaucoup de radars. On fera très attention. La semaine prochaine, Automoto reprendra le cours normal de ses activités. Vous y apprendrez notamment comment se préparer pour la conduite en hiver. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, alors merci pour votre fidélité. Bonne année à tous et bon dimanche sur TF1. Le drapeau à damier du 31 décembre a salué la fin de cette année 98 et même s'il a officiellement hiberné durant la trêve des confiseurs, le petit monde de la Formule 1 n'en a pas moins continué de préparer la saison 99. Au mois de décembre, la Fédération internationale de l'automobile a publié les nouveaux numéros de course. Bien sûr, le champion du monde en titre, Mika Häkkinen, est doté du numéro 1. Pas de changement chez Ferrari, mais notez que Zanardi aura le numéro 5 chez Williams et Ralf Schumacher le numéro 6. Alési endosse le numéro 11, Panis le numéro 18. Quant à Villeneuve, il aura le numéro 22. La Reinhardt Mecachrome de Villeneuve sera présentée le 6 janvier. En décembre également, Benetton a inauguré sa nouvelle soufflerie. Fait rarissime, cette soufflerie travaille à l'échelle 1,
c'est-à-dire avec une maquette grandeur nature, et elle a défini la nouvelle Benetton B199 qui sera baptisée le 16 janvier prochain. Chez Prost Peugeot, John Barnard sera le consultant technique exclusif de l'équipe française et il épaulera Loïc Bigois, le projeteur des châssis. Bernard Dudot reste le directeur technique de Prost Grand Prix. Jackie Eclart devient le responsable des essais et c'est Vincent Gaillardeau, désormais ex-Arrose TWR, qui devient le directeur de l'exploitation. Il y a eu du remue-ménage chez Stewart Ford. Alan Jenkins, qui a dessiné le châssis des Stewart depuis l'origine, Jenkins vient de quitter l'équipe écossaise et il est remplacé par Gary Anderson, ex-Jordan. La nouvelle Stewart, la SF3, celle-ci c'est la SF2, sera présentée le 7 janvier. Mais la vraie grande nouvelle de cette fin d'année 98, on la doit à Bernie Ecclestone, c'est le retour de la Formule 1 aux États-Unis en l'an 2000 et pas sur n'importe quel circuit, puisqu'il s'agit du Speedway d'Indianapolis. Un bon moyen pour Max Mosley, le président de la FIA, de faire un pied de nez au très envahissant championnat kart américain. Évidemment, les Formule 1 ne tourneront pas sur l'intégralité de l'ovale qui accueille les célèbres 500 miles. Le circuit de Grand Prix, d'une longueur de 4 km 76, empruntera la ligne droite des stands, puis continuera dans l'infield avant de finir sur le virage numéro 1 du Speedway, cela dans le sens inverse des 500 miles. Un vrai show à l'américaine pour 250 000 places assises.